Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Nathan Technique, un webinaire consacré à la présentation d'un manuel d'histoire-géographie EMC pour les terminales du lycée Voie technologique. Qu'est-ce qu'un webinaire? C'est simplement un échange filmé entre un éditeur et un auteur pour vous présenter un manuel et vous donner la possibilité de poser des questions à distance. Donc, pour présenter ce manuel, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Foultier. Bonjour Frédéric, Bonjour. euh, Bonjour, Alexis. co-directeur du manuel et enseignant au collège-lycée à Lyon. Et je suis Alexis Roum, éditeur chez Nathan Technique. Donc, j'espère que tout le monde nous entend et nous voit. On est un peu tributaire de voilà aussi des aléas techniques. On est un peu comme vous, on teste de nouveaux outils dans cette période de crise sanitaire. Les traditionnelles tournées de nos délégués pédagogiques en salle des profs n'ont pas pu avoir lieu. Donc, si vous avez un souci de son ou d'image, vous pouvez nous le signaler. On fera notre possible pour vous aider. Via l'interface du webinaire, vous avez un petit onglet questions qui vous permet à la fois de nous signaler un problème et également de poser des questions. Donc, en attendant les derniers participants, je vois que ça se remplit petit à petit. Un mot sur le déroulé de cette présentation. Dans un premier temps, Frédéric va nous présenter l'ouvrage, à la fois la manière dont il a été conçu, mais aussi et surtout la manière dont il peut très facilement, concrètement être utilisé en classe, avec aussi la possibilité en parallèle de la présentation de Frédéric de feuilleter l'ouvrage pour que ce soit un peu plus incarné, vivant. Et dans un second temps, un échange informel où vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit, que ce soit sur l'ouvrage en lui-même ou sur la manière dont il peut être utilisé, la manière dont il a été pensé. Et pour ça, vous pouvez utiliser l'onglet questions sur l'interface du webinaire et saisir votre question et on pourra y répondre. On fera le maximum pour y répondre. Avant de donner la parole à Frédéric, un petit mot simplement pour vous dire que les ouvrages, malgré le contexte, ont bel et bien été imprimés. Donc, ils existent pour de vrai. Les spécimens sont en cours d'acheminement dans les lycées. Certains sont déjà arrivés dans les lycées. Certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité de feuilleter les spécimens numériques de ces manuels qui sont accessibles à partir du site Nathan Technique, voilà, et qui peuvent être aussi une solution d'attente. En tout cas, on espère que vous pourrez rejoindre passer dans vos lycées bientôt et que vous aurez le plaisir d'y trouver ces ouvrages. Un mot également sur le rappel de l'offre Nathan Technique pour vous dire que cet ouvrage de terminale fait suite à l'ouvrage de première qui a été publié l'année dernière. Et donc avec ces deux titres, on a bien une offre complète et cohérente pour répondre à ce nouveau programme d'histoire-géographie EMC pour les classes de voie techno. Suite à ce webinaire, vous recevrez un petit email avec un lien pour visualiser le replay de la présentation et donc vous pourrez diffuser à vos collègues ou amis ce mail. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer la présentation. Frédéric, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire un mot sur la manière dont le manuel permet de préparer l'épreuve du baccalauréat d'histoire géo EMC? C'est effectivement une question qui est essentielle, qui est déterminante lorsque l'on prépare ses élèves aux épreuves du bac. Les collègues qui auront adopté notre manuel dès la première auront pu le constater, la préparation au bac est centrale. Si on regarde la page 3, qui est une page de sommaire, on voit bien, la place qu'occupent les préparations intitulées vers le bac. On voit qu'après chaque question obligatoire, chaque sujet d'étude, il y a une partie spécifiquement dédiée à la préparation des épreuves du bac. Alors, je rappelle, ce sont à la fois les questions qui interrogent la question obligatoire, c'est également l'analyse de documents qui interroge le sujet d'étude, l'un des sujets d'étude qui est choisi. Et c'est vrai que nous, on a veillé à coller effectivement à ces épreuves. Alors,
On colle à ces épreuves, mais on le fait de manière progressive. C'est-à-dire que dès la première, les élèves ont pris l'habitude d'interroger les questions, d'interroger effectivement les documents. Mais à partir de la terminale, on a veillé à ce qu'il y ait une progressivité des apprentissages. Je prends juste un exemple. Pour les questions, on va interroger à la fois les acteurs, interroger les notions, interroger les territoires, demander à l'élève en même temps de justifier certaines affirmations, de poser des hypothèses. Et c'est vrai que chaque fois, on a veillé à ce que ce soit le cas. Prenons un exemple, page 131. Là, nous sommes à la fin d'une question obligatoire. Vous voyez bien la diversité effectivement du questionnement, avec à la fois des questions ouvertes, des questions plus fermées, la logique également du CM qui permet d'interroger l'élève sur la compréhension des notions, de ses repères, de ses territoires, de ses acteurs. Si on prend maintenant la page 146, on est là à la fin effectivement d'un sujet d'étude. Notre objectif est bien entendu d'interroger le document. Alors le questionnement a véritablement été paramétré, il a été réfléchi. Notre objectif, c'est en même temps de mettre l'élève en confiance, de consolider les apprentissages, d'interroger les notions qui sont fondamentales et également les capacités, puisqu'on est bien d'accord que ces épreuves du bac sont parfaitement corrélées par rapport aux capacités et aux notions. Vous allez voir qu'elles sont présentes dans toutes les pages du manuel. Chaque fois, il y a cet objectif de progressivité de l'apprentissage. En même temps, on a tenu compte des moments de l'année. Là, nous sommes dans le thème 1, géographie. Maintenant, si on interroge le thème 2, des territoires inégalement intégrés à la mondialisation, que l'on prend la page 178, vous allez voir de quelle manière on fait évoluer la préparation au bac. Là, on interroge deux documents, puisqu'effectivement, les instructions officielles sont très claires à ce sujet. L'analyse de documents peut porter sur l'étude d'un ou de deux documents. Et là, bien entendu, l'élève va apprendre non seulement à identifier ces documents, à croiser les informations, voir s'ils se complètent, s'ils s'infirment, si effectivement ils vont dans le même sens. Tout cela est travaillé de manière extrêmement progressive. En même temps, si vous prenez la page 18, j'aimerais vous montrer que dans le quotidien de la classe et dans le quotidien effectivement dans l'étude des pages de documents, par exemple là on est dans une question obligatoire, thème 1, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale, c'est important de voir que tout est fléché. Vous avez à la fois l'interrogation sur la notion. La notion essentielle là, c'est celle de totalitarisme. Elle est clairement identifiée, elle est définie, mais en même temps, l'élève va l'exploiter et voir concrètement ce que signifie le terme de totalitarisme. De même, vous avez une capacité qui est également fléchée. Cette capacité, l'élève va la retrouver tout au long des pages documents qui interrogent cette question obligatoire. L'idée, c'est véritablement que l'élève puisse travailler la notion et travailler la capacité pour elle-même. À la fin, effectivement, de ce travail sur des pages documents, l'élève aura une bonne compréhension de ce que c'est cette notion et cette capacité. Et quand on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les épreuves du bac sont directement reliées à ces capacités et à ces notions, on aura préparé dans le quotidien de la classe et tout au long de l'année. Tout au long du manuel, on va retrouver le même fléchage. Oui, donc pour le bac, on a à la fois un double fléchage des notions et des capacités, les pages bac dédiées qu'on a pu voir, et également, de manière générale, une bonne progressivité des apprentissages. C'est tout à fait ça. Et pour rentrer un peu plus dans le détail du manuel et dans le déroulé d'un chapitre, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont le manuel peut répondre aux différents usages d'un manuel selon les choix de l'enseignant? Alors là, je pense que les collègues le reconnaîtront aisément. Nous sommes à un moment de l'année où les équipes se réunissent pour faire le choix du manuel. Et lorsque chacun intervient, on voit bien que les uns et les autres, nous avons des pratiques très très différenciées des manuels. On pourrait dire qu'il y a une pratique par enseignant. Notre objectif à nous, c'est bien entendu de répondre à toutes ces pratiques avec un manuel qui permet à chacun de s'y retrouver. Je vais essayer de vous montrer de manière concrète comment cela peut se présenter. On va prendre la page 46. Nous sommes là sur le thème 2, du monde bipolaire au monde multipolaire. Cette page d'ouverture, tous les enseignants vont s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est une manière effectivement d'aborder le thème à travers les enjeux qui interrogent la question obligatoire et les sujets d'étude. En même temps, visuellement, on peut là articuler la question obligatoire et les sujets d'étude. Et là, l'enseignant peut en même temps justifier le choix qu'il a fait d'un sujet d'étude auprès de ses élèves.
Maintenant, on va avancer. Vous avez juste après, eh bien, les doubles pages repères. Ces pages repères, vous pouvez les aborder d'emblée. Pourquoi? Pour interroger, bien entendu, les acquis, voir ce que les élèves maîtrisent, par exemple des savoirs, des repères qui ont été acquis au collège, spatialement et en même temps dans le temps. On a également une autre double page qui va suivre, que je vais vous présenter, où là, bien entendu, on est dans un repérage qui est spatial, mais qui est en même temps thématique. Vous avez à la fois eh bien, la décolonisation et en même temps la déstabilisation des relations internationales. Ces doubles pages repères, elles sont fondamentales. Vous pouvez les utiliser à différents moments de votre démarche et de votre séquence. Vous pouvez l'utiliser bien entendu au départ, fixer bien entendu les repères qui sont essentiels, pour remobiliser les acquis, mais vous pouvez y revenir très régulièrement au fur et à mesure que vous avancez dans les pages documents, c'est-à-dire l'exploitation de la question obligatoire, ou que vous avancez effectivement dans le sujet d'étude. Alors maintenant, on arrive à un moment important et toute l'équipe, alors c'est vrai que j'aurai l'occasion d'en reparler, mais on est une équipe qui travaille de manière extrêmement collaborative avec des enseignants qui ont l'habitude eh bien, des séries technologiques, qui sont tout à fait capables de voir ce qu'est la pratique réelle, effectivement, eh bien, dans ces classes. On s'est posé la question de l'espace que l'on allait réserver aux cours. Tout d'abord, on s'est tous mis d'accord sur eh bien, une double page de cours très resserrée. Je reviendrai, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, le temps imparti aux enseignants est extrêmement limité, donc il faut gagner en efficacité. Si vous regardez cette double page, vous pouvez eh bien, l'utiliser, et là je pense que les enseignants comprendront tout de suite où je veux en venir, comme accroche, c'est-à-dire que dans la logique de la classe inversée, vous pouvez distribuer, permettre à vos élèves d'avoir accès eh bien, à cette double page de cours. Tout de suite, vous voyez que vous avez quelques documents qui permettent tout d'abord eh bien, d'incarner davantage effectivement le sujet, mais vous avez également le bloc notion. Le bloc notion qui rassemble toutes les notions essentielles nécessaires pour comprendre le thème. À partir de là, vous pouvez aussi l'ignorer au départ et directement eh bien, aborder dans une démarche qui est plus une démarche eh bien, inductive. On va prendre la double page suivante. Eh bien, les grandes sous-thématiques qui correspondent à ce thème. Par exemple, là, vous avez une longue guerre froide qui succède à la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez faire travailler aux élèves. On verra d'ailleurs qu'il y a un travail très différencié qui peut être établi avec les élèves. Vous pouvez également eh bien, peut-être choisir de faire travailler les élèves par groupe sur la double page suivante, si vous voulez bien avancer. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus axé sur la décolonisation et l'émergence du tiers-monde. Et rien ne vous empêche de revenir vers le cours. Pourquoi? Parce que le cours a des sous-titres. Et ces sous-titres correspondent eh bien, aux différents thèmes des doubles pages documents. C'est-à-dire que peut-être après chaque double page document, après le travail effectivement sur cette page, vous pouvez revenir sous la sous-partie du cours et permettre à vos élèves de l'assimiler de manière progressive. On va avancer. Là, on est sur une thématique qui est aussi importante, c'est la marche vers un monde multipolaire. De la même manière, vous verrez que l'avant-dernière partie du cours correspond eh bien, à la marche et la mise en œuvre de ce monde multipolaire. Donc là, vous voyez, c'est modulable. Vous pouvez choisir soit la classe inversée, soit la démarche déductive, inductive, aller du général au particulier et vice-versa. Là, on a une autre double page qui a bien entendu un intérêt puisqu'elle est centrée eh bien, sur le projet européen, la construction européenne. De la même manière, la double page court fait référence directement dans sa dernière sous-partie au projet européen, du succès au doute. Donc vous voyez, c'est une vraie liberté qui est laissée à l'enseignant eh bien, d'exploiter le manuel comme il le souhaite en termes de démarche. On sait qu'il y a des enseignants qui souhaitent s'affranchir davantage du manuel, d'autres qui souhaitent beaucoup plus s'appuyer sur celui-ci. Là, eh bien, toutes les démarches sont tout à fait possibles. En même temps, je tiens à le préciser, le livre du professeur vous donne des indications très précieuses sur la manière d'exploiter effectivement le manuel. On va juste avancer et peut-être que les enseignants qui avaient eh bien, adopté le manuel en première l'ont remarqué, on a des pages Zoom. Vous allez voir ces pages Zoom, j'aurai l'occasion de revenir sur leur sens, leur exploitation. C'est un sas de respiration dans le manuel. Mais on n'est pas du tout déconnecté du thème. C'est aussi une autre manière d'aborder les thématiques eh bien, qui sont abordées dans cette partie effectivement du cours. On peut avancer et là, vous avez tout de suite eh bien, une page qui permet d'établir la synthèse sur l'apport effectivement de la question obligatoire. Vous avez Apprendre autrement qui là permet eh bien, en un schéma très très simple avec une boîte à outils bien fournie à l'élève eh bien, de voir s'il maîtrise bien la notion, s'il maîtrise bien les repères. Après, il va directement le tester sur la page
vers le bac. Si vous voulez, vous pouvez prendre les choses bien, par le bout que vous souhaitez. Vous pouvez avoir une totale liberté dans votre démarche pédagogique et c'est ce à quoi on tente de répondre. Ça me semble véritablement essentiel. En même temps, eh bien, vous avez, il ne faut pas l'oublier, également les sujets d'études. On va donc avancer d'une double page. Et là, vous avez eh bien, un sujet d'étude qui est celui sur Yuri Gagarin et la guerre des étoiles. Vous remarquez aussi ce qui avait fait la force eh bien, de nos sujets d'études en première. Nous avons conservé cette page qui s'appelle Les clés pour comprendre, qui permet de manière très synthétique, rapide, de remobiliser les savoirs, les notions, les repères et les acteurs qui sont essentiels à la compréhension du sujet d'étude. Et après, vous avez un nombre de doubles pages très simple. Tout d'abord, eh bien, une première page, une double page Zoom, là où on interroge eh bien, la propagande pendant effectivement la guerre froide, à l'époque de la conquête spatiale. Ça permet aussi à l'élève de décentrer un tout petit peu son regard et de bien maîtriser à quel point eh bien, la concurrence entre les superpuissances peut être importante pour la course à l'espace. Ensuite, une dernière double page sur le sujet d'étude, où là, tout a été paramétré en termes de notions et de capacités pour aller à l'essentiel. Et enfin, on aboutit eh bien, à la page l'essentiel, avec apprendre autrement qui permet d'articuler le sujet d'étude par rapport à la question obligatoire. Si vous voulez, tout est fait pour s'enchaîner comme vous le souhaitez, c'est-à-dire selon eh bien, votre projet pédagogique. Vous avez une liberté effectivement d'action et de choix, mais en même temps, nous, on a cherché à faciliter eh bien, le travail des enseignants en ciblant sur les notions et les capacités qui étaient essentielles et qui corrèlent effectivement les sujets du bac. Maintenant, nous sommes également professeurs de MC. Si on va à la page 212-213, vous allez voir que là aussi, il y avait un enjeu qui était important, un défi majeur pour nous. La manière d'aborder le MC a beaucoup changé ces derniers temps. Tout d'abord, on s'est centré sur des questions qui sont très interactives pour les élèves, qui les interrogent dans leur vie quotidienne, dans leur vie de citoyen également. Donc, bien entendu, il s'agissait de trouver des documents faciles à exploiter qui permettaient eh bien, aux élèves de comprendre le sens du thème de MC qui est abordé. Mais surtout, on n'a pas oublié qu'il y a également un objectif de toujours se référer à la loi et à l'aspect réglementaire. C'est pour ça que vous avez un bloc orangé où là, eh bien, on a ce que dit la loi. Ensuite, rappelez-vous, l'EMC a pour objectif de favoriser un travail de l'année avec les élèves. Là, bien entendu, on ne veut surtout pas être trop prescriptif, mais on veut également vous apporter une aide pour mettre en œuvre eh bien, cet objectif de MC. C'est pour ça qu'on a des pistes pour le travail de l'année. Alors, ces pistes sont sous la forme de questions. Vous pouvez choisir, eh bien, interroger certaines des questions, d'éliminer d'autres, comme vous pouvez permettre eh bien, à certains élèves de centrer leur travail sur une ou deux des questions. Vous avez une totale liberté, mais l'essentiel, c'est qu'on vous offre les ressources nécessaires pour mettre en œuvre facilement votre enseignement de manière totalement libre. Chacun a la démarche qu'il souhaite et le manuel n'est pas corrélé, n'est pas dédié à une démarche spécifique. Il permet à chaque enseignant qui souhaite effectivement expérimenter une nouvelle démarche, s'approcher bien de la démarche déductive, s'approcher de la démarche inductive, de trouver son compte dans le manuel tel qu'il est formaté actuellement. D'accord. Donc effectivement, on a bien vu le déroulé type d'un chapitre et les différentes utilisations qui pouvaient être faites du manuel. Vous avez également évoqué le temps très restreint en termes de volume horaire pour traiter la totalité du programme, et on sait que c'est une préoccupation forte de tous les professeurs. Comment est-ce que dans la conception de ce manuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont il permet de traiter le programme en un temps forcément limité? Je vous remercie Alexis de poser cette question parce qu'elle a été très très importante pour nous. 2 heures hebdomadaires consacrées à l'histoire, géographie et EMC, c'est très peu. Donc, il faut gagner en efficacité. Et nous, notre rôle, eh bien, dans l'équipe, c'était de faciliter en amont le travail des enseignants. Comment? On va le voir, par exemple, de manière très simple à partir de la question obligatoire. Tout d'abord, première chose qui était importante pour nous, on va le voir à la page 6, c'est bien entendu toujours de se référer au programme. C'est bien entendu la norme obligatoire et on l'a décortiquée de manière extrêmement précise en regardant quelles notions, quelles capacités pouvaient être interrogées, quels repères étaient nécessaires. Et de là, eh bien, on a conçu des questions obligatoires et des sujets d'études qui étaient centrés sur l'essentiel, qui étaient faisables dans le temps imparti de 2 heures hebdomadaires. Ça, c'était très, très important pour nous. Prenons un exemple.
page 16. On est sur une double page de cours, de questions obligatoires. Alors ce cours, je vous l'ai dit, il nous a beaucoup interrogé. On a choisi de le mettre en début de chapitre pour bien signifier qu'on peut l'utiliser de différentes manières, ce cours, pas uniquement après les mises en activité. On peut le faire à la manière du cours inversé, mais surtout, regardez, une double page, pour nous, avec 2 heures hebdomadaires, on ne pouvait pas aller au-delà. Il fallait également que cette double page ne soit pas trop écrasante, trop figeante pour l'élève. Pourquoi? On a cherché à mettre des documents qui, en même temps, permettent d'incarner la thématique, d'incarner la question obligatoire. On a le bloc vocabulaire qui est nécessaire. On a également, bien entendu, le bloc notions. Toutes les notions nécessaires au traitement du thème sont rassemblées. On a les parties A, B et C qui correspondent aux doubles pages documents. Si on regarde bien là, on a rassemblé l'essentiel. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'élève va pouvoir se contenter de travailler sur cette double page, mais en tout cas, vous pouvez déjà savoir, vous allez peut-être vous proposer votre propre cours, mais que l'élève aura votre cours, ce que vous aurez souhaité mettre en avant, mais également un cours dans le manuel où sera concentré l'essentiel nécessaire pour réussir aux épreuves du bac. Alors, n'oublions pas, le bac est une fin en soi, mais on a aussi le travail quotidien de la classe. Travailler sur les notions, travailler sur les capacités, c'est ce qu'on a ciblé de manière extrêmement précise et surtout de manière rationnelle. Je vous montre un sujet d'étude, page 28. Comment travailler de manière resserrée? Alors, je vous ai montré tout à l'heure un exemple de sujet d'étude. Là, on est sur un sujet d'étude qui est quand même très complexe. La guerre d'anéantissement à l'Est et le génocide des Juifs. Tout d'abord, il y a une question historiographique qui est complexe, c'est-à-dire montrer en quoi la guerre d'anéantissement qui est menée par l'Allemagne nazie contre l'URSS soviétique à partir de 1941 va accélérer la mise en œuvre du génocide des Juifs. C'est très compliqué. Comment y arriver en peu de pages et surtout en peu de temps? C'est ça qui est essentiel. Donc, on a toujours notre bloc, les clés pour comprendre. On va rassurer l'élève. On va lui expliquer quel est le contexte. On va lui donner des éléments de chronologie essentiels. Il en connaît déjà certains. Ça, c'est rassurant. Je vous rappelle qu'il y a une capacité qui permet de mobiliser les acquis, entre autres, des classes précédentes et du collège. Vous avez un bloc vocabulaire qui est relativement resserré. Là aussi, on a essayé de sélectionner le vocabulaire qui est essentiel. Vous avez une première page qui est centrée sur l'expansion nazie et la mise en route du processus génocidaire, avec bien sûr les premières fusillades, ce qu'on a longtemps appelé la Shoah par balle, avec là aussi un questionnement qui est centré sur l'exploitation, bien entendu, des documents, sur leur compréhension, leur identification. On doit être extrêmement rigoureux sur les sources des documents, surtout quand on traite un sujet comme celui-ci. Ensuite, on a une double page que vous n'êtes pas du tout obligé d'exploiter, qui est une double page, là qui est centrée sur le processus génocidaire, mais par des artistes qui eux-mêmes ont été déportés. Et là, ça permet aussi peut-être d'éclairer ce qu'est ce processus génocidaire auprès des élèves. On y reviendra tout à l'heure, ça permet effectivement de différencier, de travailler autrement. Mais sinon, prenons la double page suivante, c'est la fin effectivement du sujet d'étude. Là, on a centré sur une partie B qui est sur 41-45, l'élargissement de la déportation et de l'extermination à toute l'Europe, et enfin le bilan du génocide. Vous savez que ça a été très très compliqué d'établir un sujet d'étude en 3 pages. Mais pour nous, c'était la condition indispensable à ce qu'on puisse traiter le programme. Ce qui stresse un enseignant, c'est de se dire je n'aurai pas le temps de terminer mon programme. Je dois absolument faire une progression qui soit efficace pour que mes élèves puissent réussir toutes les épreuves, se sentir à l'aise et en même temps comprendre ce que le programme de terminale d'histoire, géographie EMC veut transmettre. Ensuite, comment assimiler de manière simple? On a une dernière double page que j'aimerais vous montrer, que vous connaissez pour ceux qui ont exploité le manuel en première, l'essentiel qui va résumer les 3 pages, et puis après, apprendre autrement, qui permet à la fois à l'élève de mettre en œuvre ses capacités de mémorisation visuelle ou auditive, puisqu'on parlera tout à l'heure du podcast. Il y a un point qui est très important pour nous, c'est la mise en perspective. L'objectif du programme de terminale, il est très clair, il est annoncé dans les intentions, c'est de fournir des clés de lecture du monde contemporain à nos élèves qui sont de futurs citoyens. Donc il ne faut pas qu'une question comme celle du génocide juif reste ancrée dans le passé. L'idée, c'est de mettre en perspective les apports de connaissances liés à la Shoah, la mise en œuvre de ces génocides, avec la situation d'aujourd'hui, avec ce que l'on a connu dans l'après-guerre. Donc,
cet élément, mais vous voyez, ça tient en quelques lignes. Ça permet en tout cas d'orienter la réflexion des élèves, de prolonger le thème, et bien jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, tout ça, Alexis, a été paramétré pour permettre bien, aux enseignants de traiter en un temps limité un programme qui est relativement ambitieux. Ce que j'aimerais également vous montrer, c'est le travail sur les notions. On va bien, regarder la page 266, excusez-moi. Page 66, là, vous avez un sujet d'étude tel qu'il y en a tout au long du manuel, mais vous remarquez que le bloc vocabulaire est restreint, que là aussi la notion a été particulièrement travaillée. Cette notion, vous allez la travailler tout au long du manuel. Ces notions, elles apparaissent après les questions obligatoires dans les pages documents, elles apparaissent également dans les sujets d'études, mais si vous souhaitez régulièrement faire référence à ces notions, vous avez aussi page 220, 221, l'ensemble des notions de l'année, en géographie comme en histoire, qui vont être listées. Ça vous permet en même temps de montrer à l'élève qu'on travaille ces notions tout au long de l'année, de manière progressive, mais en même temps qu'il peut trouver une définition de la notion qui soit explicite et qui le rassure. L'idée, c'est de rassurer à la fois enseignant et à la fois élève. D'accord. Et une autre question d'actualité pour tous les enseignants, toutes disciplines confondues, c'est bon, le pouvoir jongler entre le distanciel, le présentiel. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la manière dont ce manuel Nathan Technique permet un enseignement à distance? Alors c'est vrai que à l'époque où on a rédigé ce manuel, on n'imaginait pas ce qu'allait pouvoir être la période récente que nous avons vécue. Mais on s'est dit en même temps, a posteriori, que le manuel répondait parfaitement à ces objectifs. Pourquoi? Tout d'abord, pendant le confinement, l'inspection générale, les IPR, n'ont cessé de communiquer sur la nécessité de remobiliser les savoirs et de travailler sur les capacités. Et là, le manuel, il est parfaitement paramétré pour répondre à ces objectifs-là. Je ne vais pas revenir sur les pages que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, où les notions sont clairement identifiées, les capacités, les pages effectivement où vous avez des repères, les pages également, clés pour comprendre, les pages apprendre autrement, qui permettent de fixer ces savoirs et de les interroger. Mais surtout, travailler en distanciel, ça veut dire avoir un outil fiable, qui puisse être normatif, que l'élève puisse exploiter avec vos consignes. En même temps, c'est aussi permettre à l'élève de travailler de manière autonome. Et là, j'aimerais développer un tout petit peu ce point. Tout d'abord, l'accessibilité à différentes ressources. Tout à l'heure, on aura, j'espère que vous pourrez m'interroger sur les ressources parce que vous allez voir que notre manuel offre des ressources aux enseignants et aux élèves. Et on peut le voir tout au long du manuel grâce à des QR codes avec des documents à télécharger. Donc, je retraiterai ce point-là. Comment travailler de manière autonome? Tout d'abord, l'élève doit être acteur de son propre savoir. Vous avez, au début des sujets d'études, des questions obligatoires, des petits blocs questions qui permettent d'interroger l'élève et de faire sens par rapport au thème. Lorsqu'on est en distanciel, il est important que l'élève, seul, puisse commencer à comprendre certains éléments. Bien entendu qu'il a besoin de son enseignant, mais son enseignant va apporter la remédiation à tout cela. Prenons juste un exemple. On va prendre, par exemple, la page 177. Page 177, nous sommes en géographie, nous sommes dans le thème 3. Et là, vous voyez clairement une page l'essentiel, après un sujet d'étude, et vous avez là un apprendre autrement. Apprendre autrement lorsqu'on est en distanciel, c'est permettre à l'élève en même temps d'accéder aux repères, d'accéder aux notions assez facilement. Si vous regardez bien là, on permet d'avoir des repères sur un schéma cartographique. Ça permet d'interroger les figurés. Il y a une boîte à outils qui est assez importante et qui va permettre à l'élève de capter les notions et les repères qu'il va voir positionnés en légende. Là, c'est un exemple de travail que l'élève peut faire en autonomie. Après, bien entendu, vous pouvez corriger ce que l'élève a fait, apporter une remédiation avec vos propres mots, vos propres outils et les propres documents que vous pouvez lui fournir. En même temps, pour rentrer dans une question obligatoire, pour rentrer dans un thème, on peut prendre par exemple la page 180-181, où là, vous avez de manière, je vous l'ai montré tout à l'heure, ces pages d'ouverture permettre à l'élève, à l'enseignant, de comprendre le sens du thème. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi suis-je concerné.
Tout en bas à droite, vous avez 2 ou 3 questions qui permettent de dire à l'élève, le thème que tu vas étudier est un thème qui concerne ton quotidien, qui concerne ta vie de citoyen. Lorsqu'on est en distanciel, il faut que l'élève se sente impliqué pour qu'il puisse effectivement travailler correctement. Alors bien entendu, après, il y a les situations réelles du distanciel, du confinement que l'on a vécu avec des élèves qui sont décrocheurs, qui ont du mal à accéder à toutes les ressources. Mais déjà, si vous avez un manuel que l'élève peut, soit par voie numérique, soit par le manuel papier, avoir accès à certaines pages qui permettent de l'impliquer, c'est important. Vous avez également les pages repères. Vous pouvez juste faire défiler la double page suivante. Là, vous avez des pages repères, bien entendu en étant géographie, sur des cartes qui permettent de cibler l'essentiel, des acquis nécessaires à la compréhension du thème. On va juste avancer. Vous avez là, eh bien, la double page cours. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est le questionnement. Vous avez décidé, vous êtes en distanciel, de faire de la classe inversée et vous avez proposé aux élèves de lire une première fois le cours. Pour véritablement voir que l'élève a compris, centrer son attention sur les éléments qui sont essentiels, les principaux repères, vous avez des questions très simples qui permettent à l'élève de s'autocorriger, en même temps en autonomie, de voir s'il a compris et saisi le sens du cours qui lui était proposé. À différents moments du manuel, on a effectivement ce questionnement qui a été très très paramétré et qui vise à interroger l'élève, à voir s'il a assimilé, et il peut le faire de manière relativement autonome. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous semblait essentiel en temps de confinement, en temps effectivement de distanciel, et puis surtout, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je le souhaite. Ce manuel, il est fait pour aussi articuler des périodes de distanciel et des périodes de présentiel, puisqu'on peut effectivement, de par sa modularité, il est tout à fait adaptable à des projets pédagogiques. On peut tout à fait faire une partie des activités qui sont proposées, travailler sur le cours en distanciel, comme on peut le faire également en présentiel. Effectivement, il y a à ce propos, j'aurai l'occasion à la fin de la présentation de dire un mot sur le e-manuel 2.0 Nathan Technique et Non, ce voilà, serait très vous bien. présenter rapidement cet outil. Et Frédéric, pour continuer un peu dans cette présentation et avant de passer au temps d'échange avec les participants, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont l'équipe d'auteurs a mis en place des possibilités de faire une pédagogie différenciée pour pouvoir s'adapter à chaque profil d'élève? Alors c'est vrai que la différenciation, c'est un défi, un enjeu important pour les enseignants. Alors la différenciation ne concerne pas que les élèves 10, c'est tous les profils d'apprentissage différenciés qu'on a auprès de nos élèves. On peut d'ailleurs différencier dans 4 domaines. Nous, je ne vais pas rentrer, bien entendu, dans des précisions sur les types de différenciation, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout d'abord, soit on parlera de l'Emmanuel tout à l'heure, mais également, toute la démarche qu'on a adoptée dans le manuel de la question obligatoire jusqu'au CG d'études vise à permettre, à tous les élèves, quel que soit leur profil d'apprentissage, de rentrer dans les thèmes, de rentrer dans les sujets d'études. Je vous montre juste un exemple. Page 54. Vous l'avez remarqué pour ceux qui ont exploité le manuel en première, on a 2 itinéraires qui sont proposés aux élèves. Alors, ces itinéraires, vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez même les ajuster. Si le questionnement ne correspond pas à vos objectifs pédagogiques, si effectivement votre groupe classe est très spécifique, là aussi, vous pouvez varier le questionnement. Mais en tout cas, vous avez déjà une base et une trame qui vous est fournie. L'itinéraire 1 correspond beaucoup plus à une démarche analytique à partir de questions qui croisent les documents, à partir de la notion et de la capacité. J'en profite pour vous dire que vous voyez que la capacité est fléchée, puisque vous avez un petit picto qui permet de voir, pour une question, si ça interroge la capacité qui est fléchée sur la double page. Puisque je vous rappelle qu'on a fait en sorte d'harmoniser, que l'on puisse travailler sur une question obligatoire ou sur un sujet d'étude, toujours la même capacité, de manière à ce que l'élève l'exploite pour elle-même. Mais surtout, on a le deuxième itinéraire. On s'est rendu compte, et moi je l'ai vu dans de très nombreux manuels, que les itinéraires 2 étaient souvent infaisables, trop ambitieux pour nos élèves, avec le peu de temps imparti. Différencier, c'est permettre quand même à l'élève d'exploiter sa forme de mémorisation, d'interroger en même temps les savoirs qu'il a pu avoir. Chaque élève peut avoir des savoirs très très différents. En même temps, de valoriser les capacités qu'ont les élèves, par exemple, à synthétiser, à exprimer graphiquement ce qu'ils ont pu apprendre.
Nos itinéraires 2, désormais, eh bien, sont guidés. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de guider davantage l'élève, sans l'emprisonner dans une démarche, mais lui permettre en tout cas eh bien, de mieux comprendre la consigne. Le travail sur la consigne, c'est essentiel. Et le problème de l'itinéraire 2, ça ne doit pas se résumer à une simple consigne en 2, 3 mots. C'est infaisable pour un élève. C'est déjà difficilement faisable pour un enseignant, vous imaginez pour un élève. Donc l'idée, c'est de le guider davantage, de bien différencier. C'est en même temps permettre à l'élève de choisir l'itinéraire qu'il souhaite en fonction de son mode d'apprentissage. Même s'il travaille en groupe, le groupe peut se positionner sur un itinéraire plus qu'un autre, mais le faire de manière réalisable. Pas mettre l'élève en danger. Il faut que le manuel soit rassurant pour l'élève comme il doit être rassurant pour les enseignants. Oui, Alexis, ce travail de différenciation, Bien sûr. il est présent à différents niveaux. J'aimerais juste vous montrer un autre exemple de différenciation. Tout à l'heure, on est passé rapidement sur ces pages Zoom. J'aimerais que l'on aille sur la page 24-25 qui correspond au thème 1 d'histoire. C'est une page qui permet à l'élève de travailler sur la notion de totalitarisme et de Seconde Guerre mondiale, mais là avec une approche différente. Quand l'art s'oppose au totalitarisme et à la guerre, c'est pas du tout déconnecté du thème. Ça permet à un élève eh bien, qui, en même temps, a de l'appétence pour l'art, s'interroge aussi sur eh bien, le sens de la résistance qu'ont pu produire les populations à la montée de ces totalitarismes et au déclenchement de la guerre. Eh bien là, on peut travailler avec l'élève de manière totalement différente. Si vous avez des élèves qui vont plus vite que d'autres, si vous avez des élèves qui ont tendance un peu à s'ennuyer, vous pouvez leur proposer eh bien, ces pages Zoom. Alors attention, ce n'est pas un espace récréatif, c'est un espace où l'élève eh bien, va assimiler quantité de repères, en même temps interroger les notions de manière différente autour d'un questionnement qui est très ciblé. Volontairement, on n'a jamais été au-delà de 4 questions. Des questions qui sont faisables, réalisables par l'élève, qui permettent eh bien, d'interroger le thème de manière différente. C'est-à-dire que là, on fait appel aussi eh bien, à différentes capacités des élèves, à des modes d'apprentissage qui sont différents. Je vous montre une autre double page Zoom. Prenez page 38-39. On est là dans le sujet d'étude du thème 1 sur eh bien, De Gaulle et la France libre. Un thème qui est quand même, si on regarde bien, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale, très ambitieux. Et là, un sujet d'étude qui n'est pas évident du tout pour nos élèves. Là, on a une double page Zoom sur l'appel du 18 juin. Cet appel, il est souvent mal compris par les élèves. Comment permettre à un élève eh bien, qui s'intéresse au sujet, mais qui comprend mal, qui voit mal effectivement qui est De Gaulle, quel est le projet de la France libre, et bien là, vous pouvez très bien, pendant le sujet d'étude, avant ou après, et bien lui permettre de travailler spécifiquement sur l'appel du 18 juin. Si vous regardez bien, vous avez un planisphère qui nous montre bien que cet appel, il retranscrit directement la vision mondiale de la guerre qu'a le général de Gaulle et qu'il développe. À l'inverse de Pétain, qui lui voit uniquement le territoire national, voit la guerre comme perdue avec la défaite de mai-juin 40, de Gaulle a une vision mondiale de la guerre et sait que la France aura un rôle à jouer dans cette guerre si elle poursuit le combat. Cette carte, graphiquement, permet à l'élève de le comprendre, de le saisir. C'est-à-dire qu'on a décrypté l'appel et on l'a bien retranscrit graphiquement sur une carte. De même, alors, cette photo, elle est emblématique, mais en même temps, elle n'a pas beaucoup de sens pour un élève. D'autant plus qu'elle ne date pas de l'appel, elle date du mois de novembre. Mais c'est intéressant pour un élève de savoir qu'on n'a pas pu enregistrer cet appel, qu'on ne l'a pas photographié non plus, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on était avec quelqu'un, un général, qui était déjà général à titre quasiment provisoire et qui était un large inconnu de l'opinion publique française. En revanche, ce qui est intéressant pour l'élève, c'est de savoir dans quel contexte De Gaulle va rédiger son appel. Là, vous avez le témoignage de Geoffroy de Courcelles, qui est son aide de camp, qui explique bien quel est l'état d'esprit de De Gaulle lorsqu'il rédige cet appel. En même temps, là à côté, vous avez un extrait du Petit Provençal. On aurait pu mettre un extrait du Progrès, ça aurait été exactement la même chose. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, l'appel du 18 juin a très peu été entendu à la radio. Je sais que les anciens d'histoire-géographie le savent, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été retranscrit presque intégralement dans la presse. Et là, vous faites travailler un élève sur cet appel directement à partir de sa retranscription dans la presse, ça a du sens pour l'élève. Il va comprendre bien, que cet appel, il est diffusé en France par des modes très très différents, pas uniquement le mode radiodiffusé, mais en même temps, ça nous montre que De Gaulle est un grand inconnu, puisque vous voyez même que dans le titre de l'article, il y a une faute d'orthographe sur Gaulle, montrant bien que De Gaulle n'est pas encore connu. On n'a mis qu'un L à son nom. Enfin, on va passer à la géographie. En thème 1 de géographie, page 128-129, il y a des élèves qui ont pu peut-être trouver aride
de travailler sur le sujet d'étude sur les câbles ou sur le détroit de Malacca. Là également, pour donner le sentiment à l'élève que le thème qu'il étudie, mer et océan, est véritablement au centre des préoccupations contemporaines, de ses préoccupations à lui, vous pouvez travailler sur cette double page Zoom qui parle de danger de la mer, mer en danger. Alors, ce n'est pas uniquement un titre accrocheur, ça a beaucoup de sens. Danger de la mer, parce que bien entendu, la mer représente un danger pour les hommes, ne serait-ce qu'avec l'augmentation du niveau des océans, avec des accidents de navigation, des accidents sur des plateformes pétrolières, mais également l'homme met en danger cet écosystème marin, avec par exemple le 7e continent. Là, on n'est pas du tout déconnecté de mer et océan au cœur de la mondialisation. On est dans le sujet même, mais c'est une manière différente de l'aborder. Et ça fait appel là aussi au mode d'assimilation très très différent de nos élèves. L'idée, c'est de susciter l'intérêt de l'élève, lui permettre d'apprendre sans que ce soit contraignant pour lui. Alors bien entendu, on n'est pas dans l'illusion, on sait très bien qu'il y a des repères, des notions, des capacités à apporter à l'élève, mais ces pages Zoom ont véritablement été conçues dans cet esprit. Oui, Alexis. Oui, très bien. Et c'est effectivement intéressant de voir les différentes utilisations possibles du manuel et également la manière dont vous et l'équipe d'auteurs avez mis en place cette pédagogie différenciée. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, on l'a abordé tout à l'heure, sur les ressources, donc des ressources accessibles via QR code pour les smartphones et également via mini-lien pour les connexions PC ou Mac. Quelles sont ces ressources? À quoi servent-elles? Alors, je parle de ressources accessibles à tous, que ce soit élèves comme enseignants. Prenons un exemple, page 16, on est sur une double page de cours. Là, vous allez voir que vous avez le cours en lui-même. Alors, toujours, je vous rappelle, un cours qui est resserré avec l'objectif de ne pas, euh, en gros, créer des appréhensions chez l'élève. Et surtout, vous avez deux pictos. Portfolio, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'images tirées directement de documents iconographiques qui nous semblent incontournables par rapport au traitement du thème. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. On est en distanciel, l'élève peut télécharger et comprendre à partir effectivement de certains documents incontournables le sens, ou du moins appréhender une partie du sens du thème. Ensuite, vous pouvez le faire en binôme. Comme vous pouvez l'intégrer à votre propre présentation. Enfin, vous avez également le podcast. Alors, j'aimerais revenir sur les podcasts. On a veillé à faire en sorte que les podcasts qui résument le cours ne soient pas la retranscription pure et simple de ce cours. On a essayé de simplifier les choses et en même temps, de rendre ce discours un peu plus vivant. Pourquoi? Parce qu'on a pensé aux différents usages que vous pourriez en faire vous avec vos élèves. Vous pouvez bien, si on est dans la démarche de la classe inversée, proposer directement à vos élèves d'écouter ce podcast. Déjà, l'élève aura certaines informations sur les notions, sur les repères, sur l'articulation de la question obligatoire à travers les doubles pages documents avec les intertitres que j'ai présentés tout à l'heure. Mais également, vous pouvez très bien proposer à l'élève qui veut réviser son cours d'écouter le podcast. Vous avez la même chose après les questions obligatoires. Vous l'avez également également pour les sujets d'études. C'est-à-dire que dans la page autrement, sur une page autrement, par exemple page 26, là, on est à la fin d'un sujet d'étude et vous avez un schéma apprendre autrement, très simple, qui permet à l'élève véritablement de comprendre les enjeux du sujet. Là, l'élève va voir effectivement comment se construit le totalitarisme en Allemagne nazie, en URSS stalinienne. Mais il a aussi une autre possibilité, c'est une possibilité que vous avez vous aussi, c'est de télécharger ce schéma et de pouvoir en faire un support d'apprentissage. En fait, vous voyez que là aussi, ces ressources permettent à l'enseignant comme à l'élève d'apprendre ou de mettre en œuvre une démarche comme il le souhaite au moment qu'il souhaite. Ça, c'était très, très important pour nous. Alors après, bien entendu, dans le livre du professeur, on donne quelques indications sur la manière effectivement d'exploiter ces ressources pour les enseignants, mais déjà, c'est tout à fait visible pour l'élève. Il va prendre son smartphone avec votre autorisation, bien entendu, ou il le fait chez lui, et il va avoir directement sur l'écran de son téléphone ce schéma. Moi, j'imagine un élève qui est dans les transports, qui est en train de réviser son cours. Vous lui avez demandé pourquoi pas de le faire. Il va en prendre connaissance de manière relativement simple. Vous voyez, il y a un multiple usage de ces ressources.
Très bien. Écoutez, je vous remercie, Frédéric. Avant de passer aux questions des participants, je vous propose simplement très rapidement de discuter un petit peu du e-manuel. Donc, ce e-manuel 2.0 qui est un outil Nathan Technique, vous en avez une présentation dans un feuillet dédié juste avant le sommaire. Donc avec à la fois une explication sur la manière dont vous pouvez y accéder et sur ce que c'est que cet outil. C'est beaucoup plus qu'un simple manuel feuilletable, voire même un manuel numérique enrichi comme on les appelait à l'époque. Je pense qu'on a la possibilité d'avoir un aperçu d'une des pages du e-manuel Très très bien. Oui. pour que ce soit un peu plus concret. Euh, euh, donc sur ce e-manuel qui est une version de démo, donc accessible à tous, là pour le thème 1, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on voit cette double page qui est une double page document, mais qui n'est plus du tout une double page, qui est finalement totalement passée dans le filtre de ce e-manuel, avec dans la colonne de gauche les encadrés notions, vocabulaire et les questions, et dans la colonne de droite les documents de la double page, avec dans la colonne questions la possibilité pour l'enseignant de faire apparaître ou de masquer les réponses qui sont les réponses des auteurs évidemment, et voilà l'accès aux documents à partir des questions. Donc sur ce e-manuel, ça peut vraiment jouer le rôle de trait d'union entre la classe et la maison, et de pouvoir vraiment favoriser une interactivité forte entre l'enseignant et les élèves, avec toute une série d'outils dédiés. Des webinaires vont bientôt être organisés pour présenter plus spécifiquement le e-manuel 2.0. Notamment à la date du 10 juin, vous recevrez bientôt plus d'informations à propos de ces webinaires. Alexis, si je peux ajouter un élément qui me semble très très important. Tout d'abord, on retrouve l'articulation, bien entendu, alors là, on est sur des pages documents, l'articulation, eh bien, que propose le manuel entre notions, capacités, documents, questionnements. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, et vous m'avez interrogé sur ce sujet, c'est qu'on peut très bien l'exploiter, eh bien, si nous sommes dans une configuration présentielle, distancielle. Moi, je vois très bien l'usage que je pourrais faire avec mes élèves, eh bien, cet e-manuel de manière très très simple. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'articulation entre le travail en classe et le travail à la maison, on peut parfaitement le faire avec un outil comme celui-ci. Donc voilà, je trouve en tout cas très très intéressant. Alexis, vous voyez, vous avez également, on parlait tout à l'heure de la différenciation, vous avez un onglet 10 qui permet là Tout à aussi fait. de changer la graphie pour que ça puisse correspondre aux élèves, et effectivement 10. Donc ça aussi, je trouve que c'est doublement intéressant, ça le rend accessible à ces élèves qui ont des profils particuliers. Très bien. Écoutez, donc un outil qui gagne à être connu, cet manuel de 2.0. On va passer aux questions avec les participants. On a reçu plusieurs questions, notamment celle-ci. Frédéric, vous en avez dit un mot, mais pourquoi avoir choisi de faire une double page de cours dédiée et l'avoir positionné dans cet ordre du chapitre? Alors pour nous, c'était pas du tout l'idée de contraindre l'enseignant, c'était simplement de signifier aux usagers du manuel qu'on pouvait utiliser ce cours comme on le souhaitait, c'est-à-dire soit dans une démarche inductive, soit dans une démarche déductive. L'idée, c'était de dire, eh bien, vous pouvez très bien utiliser le support de la classe inversée si ça convient à l'enseignant, si ça convient aux élèves. On est bien d'accord les uns les autres qu'il y a certains élèves pour qui cette démarche eh bien, est parfaitement adaptée eh bien, à leur profil. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais on a voulu montrer justement eh bien, que l'on pouvait adopter cette démarche eh bien, déductive ou inductive comme on le souhaite. C'est pour montrer eh bien, que le cours n'est pas nécessairement positionné à la fin de toute la démarche, qu'on peut le placer tout au début. Mais ça n'est absolument pas prescriptif pour l'enseignant. Chacun fait comme il le souhaite, selon son projet pédagogique, selon la démarche qu'il a décidé d'adapter. On peut même envisager des enseignants, moi je l'ai pratiqué, où pour un thème, eh bien, on va choisir par exemple le procédé de la classe inversée, pour un autre,
On va faire quelque chose de plus habituel pour les élèves, on pratique les activités et on termine par le cours. Et c'est cette modularité qu'on voulait signaler aux usagers du manuel, et particulièrement aux enseignants. Je précise d'ailleurs qu'en période effectivement de distanciel, la classe inversée a pu être une solution. Alors attention, ce n'est pas la solution à tout, c'est extrêmement compliqué, ça demande d'être très cadré et d'être très accompagné pour les élèves. Voilà. Justement, est-ce que, en prévision de la rentrée de septembre, est-ce que vous auriez un conseil à donner à vos collègues sur la manière dont les cours peuvent reprendre en douceur après 5 mois d'interruption? C'est une très bonne question, Alexis. C'est vrai qu'on va arriver avec des classes très, très hétérogènes. C'est-à-dire un second semestre qui a été très divers, très diversement vécu par nos élèves. On est bien d'accord que là, à l'impossible nul n'est tenu. Hein. Le ministère a été très clair. Nous avons essayé de maintenir la continuité pédagogique avec nos élèves. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'acquis de première qui ne seront pas présents. On va donc devoir rassurer nos élèves et nous rassurer nous également hein, en début d'année. Et moi, je trouve que le manuel là, de terminale tel qu'il est conçu, avec un criblage des notions extrêmement précis des capacités, permet de mobiliser les acquis, de rassurer les élèves, de revenir sur ce qui est essentiel. Vous voyez que ce soit, par exemple, pour une question obligatoire, que ce soit pour un sujet d'étude, les clés pour comprendre, que ce soit les repères, que ce soit effectivement des notions qui sont parfaitement identifiables, des capacités, ça permet, alors je tiens à préciser que les capacités ont déjà été exploitées en première, ça permet de faire tout ce travail de mise au point nécessaire en début d'année pour tous les élèves. C'est-à-dire que moi, j'imagine bien qu'il y a tout un temps où on va essayer de mettre tout en commun, de remettre tout à plat pour gérer les grandes hétérogénéités des savoirs, des acquis de nos élèves. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont sans doute décroché, malheureusement. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu nécessairement un accès continu à l'enseignement distanciel. Donc, on va devoir lisser tout ça. Et je pense que un manuel simple d'abord, qui a été conçu de manière très, très rationnelle, va pouvoir beaucoup nous aider à mettre tout ça en œuvre et à rassurer nos élèves. C'est vraiment fondamental. D'accord. On a une autre question sur la manière dont les documents sont choisis au sein de l'équipe d'auteurs. On sait que c'est un travail très, très collaboratif. Quelle est pour vous les erreurs à ne pas faire dans les choix de documents et qu'est-ce qu'un bon document? Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est une question qui est centrale pour nous tous. Nous avons bien conscience qu'il y a des documents qui sont incontournables. Il y en a d'autres qui sont novateurs et qui permettent en même temps d'associer les élèves et les collègues à l'évolution de l'historiographie sur la question. On n'est pas là pour faire de nos élèves des savants. Nous, on va choisir un paramétrage qui est équilibré entre renouvellement et en même temps document incontournable. En revanche, dans ce choix de ces documents, il y a quelque chose qui était essentiel pour nous tous. On veut des documents fiables, surtout lorsqu'on traite effectivement de sujets qui sont complexes. On ne veut pas de reconstitution, on ne veut pas de documents d'après, on ne réécrit pas les documents. On peut bien entendu en prendre des extraits, mais on le signale de manière très explicite dans les sources. Il y a tout un travail de sensibilisation de nos élèves qui est à faire en place sur l'objet d'histoire, l'objet de géographie, c'est-à-dire sur le statut du document. Et si le manuel ne respecte pas, on va dire, la fiabilité du document, ne respecte pas le statut du document, il est impossible de mener tout ce travail critique avec nos élèves. Donc, on a été extrêmement rigoureux sur les sources. On veut des documents qui soient explicites, des documents qui interrogent les notions, qui permettent de mobiliser les repères, qui permettent effectivement de mettre en œuvre des capacités, puisque je rappelle quand même que dans les sujets d'études, comme dans les pages documents, les capacités sont fléchées. On voit très bien à quelles questions on interroge telle ou telle capacité. En même temps, pour nous, le document devait être un document facilement exploitable. Il y a des documents très intéressants que des auteurs nous ont proposés, et ensemble, parce que c'est une manière collaborative, c'est pas un coup près qui va tomber, qui va dire ce document ou pas ce document, mais ensemble, on a réfléchi au document qui était le plus opportun. Ça nous a facilité également la tâche pour proposer des sujets d'études qui étaient resserrés, vous voyez, ici. Ou alors, par exemple, des pages documents qui allaient sur l'essentiel. Tout ce travail collaboratif autour du document, il a été très, très productif, très intéressant pour nous tous. On s'est beaucoup, beaucoup interrogé. Et j'espère que les collègues qui exploiteront le manuel le ressentiront, tout ce travail qui a été fait en amont et de respect surtout de la source. Soit en histoire ou en géographie, on doit respecter les sources. On ne se permet pas d'aménager un document
à sa guise et comme on le souhaite, hein. Voilà, on respecte ça. D'accord. Frédéric, je vous propose de prendre une dernière question avant de se quitter. On a une question sur la manière dont un élève peut utiliser l'ouvrage pour construire des fiches-bac. Quel est le conseil que vous pourriez donner à cet élève? Je trouve que c'est une bonne question parce qu'effectivement, construire une fiche, ça doit être très très personnalisé. Chaque élève, et je pense qu'on en a beaucoup parlé là dans cette présentation, a un mode d'apprentissage qui lui est propre. C'est ainsi que ça ne fonctionne pas. Lorsque les élèves mutualisent trop effectivement les fiches de révision, ça ne correspond pas nécessairement à tous les élèves. Simplement, moi je reviens sur les podcasts. Je reviens sur les apprendre autrement. Là, vous avez déjà, ou sur les pages l'essentiel après les sujets d'études, vous avez des éléments centraux qui permettent à l'élève de prélever l'information qui est déjà sélectionnée, qui est la plus importante par rapport aux notions, par rapport aux repères, par rapport aux capacités qui sont mises en œuvre. Et ainsi, il peut concevoir une fiche qui est réalisable et qui est véritablement en lien direct avec les exercices qui vont lui être proposés pour les épreuves du baccalauréat. Très bien. Je tiens à préciser aussi que cette page autrement, c'est vraiment le produit d'un travail d'équipe. Ça, c'est vraiment très très important parce que les uns et les autres, que ce soit en histoire, soit en géographie, on a eu des relectures croisées. Chaque fois, on s'est interrogé sur la pertinence de ces schémas à prendre autrement, de ces podcasts. Est-ce que véritablement c'était incompréhensible par l'élève? Est-ce que c'était exploitable par le collègue qui allait se servir du manuel? Donc, vous voyez, tout ce travail collaboratif a été véritablement déterminant pour y arriver. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Frédéric, d'avoir passé cette heure ensemble autour de ce manuel, donc à l'occasion de ce webinaire. Deux mots pour, avant de terminer pour dire aux participants et aux enseignants que pour tous ceux qui sont dans des lycées 100% numériques, l'offre Nathan Technique permet évidemment, notamment avec le e-manuel, de répondre à ce contexte. Pour vous rappeler également que d'ici demain ou après-demain, vous recevrez un email avec le replay de ce webinaire et que vous pouvez sans souci le diffuser à vos amis et collègues. Merci encore à toute l'équipe Nathan pour avoir permis ce rendez-vous et bien sûr à Frédéric pour nous Et avoir fait partager un peu le travail d'équipe qu'il y a derrière un manuel d'histoire géo. je vous remercie parce que là, je représentais effectivement Jean-Loup Carnat, qui est le co-directeur, et Bien ainsi que sûr. toutes les équipes d'auteurs. Et c'est vrai que c'est un travail qui, avec les éditeurs Nathan, ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe qui, j'espère, avoir été productif et sera utile à tous les collègues. Merci de m'avoir permis, en tout cas, de le présenter, de le détailler et d'expliquer quelle est la démarche qu'on avait adoptée. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous et nous vous souhaitons à tous une belle fin d'année scolaire un peu en pointillé, un bel été et puis surtout une bonne reprise en septembre qu'on espère aussi normale que possible. Merci à tous. Merci beaucoup.